Très pointu. Vous écrivez depuis vos 20 ans. Vous avez publié de nombreux ouvrages et reçu des prix prestigieux, dont le Grand Prix de littérature policière, le Grand Prix du roman noir français, le prix Mystère de la critique et le prix Jean-Amila Necker. Donc, depuis 2003, vos livres tournent principalement autour de la prédation de l'homme sur la nature. Et donc vous auriez, parce que je n'ai pas vérifié l'information, mais écrit Un homme doit mourir lors d'une résidence dans les Landes, c'est ça? En partie, oui. Je ne l'ai pas écrit pendant la résidence, mais la résidence m'a nourri pour ce livre. D'accord, donc ce livre qui est paru en 2017. Donc, la première question, attention. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ben non, vous écrivez quand même depuis 2003 sur le thème de l'écologie, donc je me dis que c'est une question qui continue de vous hanter, puisque nous sommes en 2007, vous écrivez encore sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce que vous avez encore ce besoin d'écrire sur le thème de l'écologie? Mais même avant 2003, j'abordais déjà un petit peu ces questions. Il y a un livre qui s'appelle Une pieuvre dans la tête, où le commissaire était ornithologue et à Toulouse attendait le retour du Milan noir au printemps. Il l'attendait vers le 20-25 mars par là. Si je devais écrire le livre aujourd'hui, à nouveau, il serait sur le pont le 5 mars, parce qu'avec le réchauffement climatique, le Milan, voilà. C'est un sujet qui est très présent dans mes livres depuis longtemps, mais il a été à différents moments, de différentes façons. Voilà. Il se trouve qu'à partir de 2000, je me suis rendu compte que j'avais quelque part une responsabilité. Je me devais de parler de ces questions, parce que c'était d'abord un matériau que j'avais jamais utilisé. J'avais ça en moi et je pensais que ça faisait partie de... C'était une partie de ma vie qui n'était pas forcément liée à la littérature, mais devant les menaces sur le vivant, devant déjà la perte de la biodiversité, parce qu'en l'an 2000, les rapports scientifiques sont alarmants et sont déprimants, devant certains constats voilà, auxquels on est tous confrontés, mais moi peut-être avec un peu plus d'acuité, parce que c'est ma culture, voilà, c'est ma culture. Je me suis senti voilà, il fallait que je passe, voilà, il fallait que j'aille vers ces sujets-là. C'était pas possible autrement. Et j'ai vu que vous aviez un fils qui s'appelle Félix. Oui. Est-ce que sa naissance n'a fait qu'accroître votre préoccupation et votre envie d'en parler ou pas? Je suis sûr, on peut parler de tout, mais c'est compliqué parce que moi, quand il est venu au monde, j'avais cette conscience-là. Voilà. Et je l'ai écrit, je l'ai répété, au risque de radoter. J'aimerais pas que mon gamin un jour puisse me dire « Mais qu'est-ce que tu as fait, papa ?» Voilà, il n'y a plus d'ours dans les Pyrénées, il n'y a plus d'éléphants en Afrique, il n'y a plus de tigres en Inde. Voilà, moi je suis né dans ce monde, qu'est-ce que tu as fait? Voilà. Quand il est arrivé sur cette terre, j'avais cette conscience-là et malgré tout, je l'ai fait arriver sur cette terre. Avec le risque qu'un jour il souffre de toute cette perte poétique, philosophique, cette perte fondamentale de l'humain, parce que c'est notre histoire, la nature. On est dans cette nature. Voilà. Donc c'était compliqué. Donc aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est que quand il est né, il n'y avait plus d'ours dans les Pyrénées, par exemple. Il y en avait quelques-uns, on avait tué Melba, tout ça. Aujourd'hui, il y en a 50. Et c'est la montagne où on va ensemble, où on est allé ensemble souvent. Et je me dis que malgré tout, malgré toutes les menaces qui pèsent sur nous, si on fait l'effort, si on est dans une certaine dynamique poétique, de beauté, d'intelligence, on peut aller vers quelque chose de plus satisfaisant pour l'humain et pour la nature qui est la nôtre. Ça, c'est peut-être un peu... moi, je voudrais pas non plus faire du prêchi-prêcha là-dessus. C'est très compliqué. Et donc, en relisant le livre, enfin en le revoyant en main, j'ai remarqué l'exergue, j'avais pas fait gaffe en fait. Et il s'avère que c'est quelqu'un qu'on connaît bien, nous ici en Bretagne, et qu'on aime beaucoup, et que moi j'aime beaucoup, et depuis longtemps. C'est Miossec qui dit doit-on toujours protéger l'espèce? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cet extrait de... D'abord, Miossec, pour moi, c'est un
des chanteurs les plus importants de la scène française depuis très longtemps. J'ai eu la chance de le connaître avant même qu'il sorte son premier album, une cassette qui circulait, et qu'on a fait quelques facéties ensemble dans les années 90. Voilà, et puis c'est une de ses plus belles chansons, quoi, Brest. C'est dans Brest? Ah bah oui, c'est Brest. Quand je connais bien Miossec, non, je bah oui, pas avoir. Doit-on toujours protéger l'espèce? C'est dans Brest. Hein. Et je l'ai l'écouter encore hier. Ah si, ça me vient. Bah, c'est une des plus belles. Même le chanter, attention. Bah, tout à fait. Non, je ne le fais pas non plus. Non, mais bon, cela dit, depuis que Jean-Bernard Puy chante du Villain, moi je peux chanter du Miossec. Mais et donc Miossec, oui. Et puis oui, c'est une question, je trouve. Enfin, doit-on toujours protéger l'espèce? Moi, je suis pas sûr de la nôtre, on parle. C'est compliqué, ça peut créer du débat. La planète peut très bien se passer de nous. Ah oui. Voilà, mais nous, on peut pas se passer de la planète. Et il n'y a pas de scénario, voilà, de second scénario. On sait qu'aujourd'hui, l'humanité est déjà ailleurs. Je pense que même inconsciemment, on est ailleurs. Et qu'un jour, elle sera ailleurs. Elle sera, la Lune, on est déjà passé par là, mais je pense que même les scientifiques d'aujourd'hui sont en train de projeter des choses qui, sans imaginer dans 1000 ans l'humanité, préparent l'humanité ailleurs. Et notamment sur Mars, parce que c'est une étape pour se sortir de cette planète qui va devenir invivable à un moment donné. Il va y avoir une impossibilité de vivre ici. Voilà. Nous encore, ça va. Mais d'ici 50 ans, vous avez vu, c'est cette année que le Gulf Stream est en train de s'inverser. C'est pas rien le Gulf Stream. Et c'est pas la magie du monde, hein. C'est l'activité humaine qui a fait inverser le Gulf Stream. La biodiversité, on en a parlé, la perte de biodiversité. On est à un moment de bascule. On pourra faire des efforts, tous, dans notre coin, parce qu'on a les moyens de le faire aussi. C'est plus facile de faire des efforts dans le domaine de la nature quand on est un occidental, un Allemand, un Français ou un Anglais, que quand on est un Malaisien ou qu'on est un Philippin. Attention, hein. C'est plus facile pour nous. Alors on pourra peut-être être un guide pour cette humanité qui est chancelante, n'empêche que le pronostic est engagé, comme dirait le pronostic vital est engagé, comme disent les médecins. Et justement, dans l'une des solutions qui est proposée actuellement, c'est les mécanismes de compensation que vous décryptez dans votre livre, avec les cabinets d'expertise, les spécialistes, et le lot de conflits d'intérêts que cela peut poser entre les cabinets d'expertise et leurs clients. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet précis de la compensation pour intervenir dans le contexte pour Boris? Et est-ce que vous êtes documenté sur la question précisément? Non, je ne suis pas documenté. Simplement, moi je baigne dans le milieu naturaliste depuis très très longtemps. J'ai plein d'amis qui sont ornithologues, qui sont botanistes, qui sont odonatologues. Donc là, pour le coup, Pascal Polisset, qui m'a inspiré le personnage de Pépé, est un spécialiste des libellules. Et puis ce livre est né vraiment de la ZAD de Sivins. Voilà. Je n'ai pas été un militant acharné de l'affaire, mais j'y suis allé, et malheureusement on y était le jour où Rémi Fraisse est mort. C'est un traumatisme quand même. Vous savez, vous quittez un espace où des gens se défendent par rapport à une agression, on vit, voilà, qu'on respecte le vivant, avec une certaine idée de l'humain, de la nature et de la beauté. Vous partez de cet endroit le soir et le lendemain matin, vous ouvrez la radio et vous apprenez qu'un gamin de 20 ans qui étudiait une petite fleur jaune a été tué en pleine forêt. C'est un endroit où il aurait peut-être pu ne pas être, mais où en tout cas la police n'aurait pas dû être du tout. Voilà. Nous on y était ce jour-là, c'était un pique-nique familial, très détendu. Toute l'après-midi, on a eu l'hélicoptère au-dessus de nous, là, ça n'avait aucun sens. Il y avait les politiques, Beauvais, Mélenchon, machin, on était tous là. Et puis tout d'un coup, les flics étaient là, comme des Romains, là, avec tous leurs bardas. Il y en a qui sont partis au front, on les voyait très bien, masqués et tout. Et puis le lendemain, vous allumez la radio, et puis Rémi Fraisse
un pauvre gars a été tué, quoi, pas de chance, quoi, ça ne peut pas arriver, ce genre de choses. Et donc, moi, j'ai été tellement choqué par cela. En plus, j'avais emmené ma nana, j'étais avec mon gamin qui avait 15 ans. On était dans une espèce de dynamique oui, puis de militance, de saine militance. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour rien. On n'était pas là pour rien, on était là pour une idée de la vie. Et le lendemain, boum, Rémi Fraisse, un pauvre gars, mort. Voilà. Donc voilà, le livre est venu de là. Mais je ne voulais pas raconter ça non plus. C'est-à-dire que je voulais surtout raconter deux choses. Aujourd'hui, quand vous aimez la nature, que vous êtes un naturaliste, de quoi que ce soit, de la petite bête, la libellule, l'ours ou machin, c'est de plus en plus difficile de ne pas être déprimé. Si aujourd'hui vous aimez la nature, vous devenez dépressif. Il y a trop d'agressions. Alors, le Gulf Stream qui s'inverse, la fonte des glaces, la perte des espèces, la pollution au plastique, enfin l'inventaire tous les jours, vous en avez ras-le-bol. Et les naturalistes qui sont en plus très présents à un moment sur une espèce qui devient leur raison d'être, leur raison de vivre, alors là, moi la plupart des naturalistes que je connais, que je fréquente, sont déprimés, dépressifs. Et, ou autrement, ils sont dans leur domaine et ils ont beaucoup d'humour parce que, bon, ben voilà, ils essaient de contrebalancer ça par, c'est pas du cynisme, mais par en se disant, mais même moi j'ai la tentation de me dire à un moment donné, bah, hey, tant pis, hein. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, dans votre bouquin, vous avez un naturaliste qui en effet apporte de la lumière, mais d'abord vous mettez en scène donc c'est des personnages, donc ce naturaliste qui est désabusé, un capitaliste forestier qui est revenu de tout, et un papy Pépé qui apporte un peu de lumière, et finalement l'intrigue se noue autour de ces trois personnages et de leur combat du moment, on va dire quoi. Et donc entre ces trois personnages-là, à quelle obsession répond chacun d'eux? Moi je pense que c'est surtout des gens perdus, parce que Boris, le naturaliste, il est dans une drôle de posture. La vie l'a fait devenir quelque chose qu'il n'est pas fondamentalement. Il est dans un cabinet d'expertise. Aujourd'hui, alors l'avantage des choses aujourd'hui, dès qu'il y a un projet d'autoroute, de n'importe quoi, de zone de stockage ou autre, grâce à l'Europe, il y a une obligation d'expertise écologique. Donc à charge et à décharge. Donc évidemment, si vous mettez une station d'épuration près de chez vous, ce qui est une bonne chose en soi, puisqu'il faut épurer l'eau, et puis voilà, ça peut créer des nuisances, donc il y aura un collectif qui va se mettre en place, et c'est des gens qui vont alerter les écolos et tout, et pour peu qu'il y ait une petite espèce comme une libellule rare, ça risque de compromettre le projet. Voilà. Ça c'est à charge. Mais l'entreprise qui doit créer avec les enjeux économiques que ça suppose, fait une contre-expertise. Voilà. Le problème de Boris, c'est qu'il se retrouve pour devoir manger, vivre, à ce point-là, qui n'est pas forcément son point le plus pertinent et le plus beau de lui-même. Mais malheureusement, il faut bien vivre. Il est quand même dans la nature, mais voilà, il sert un mauvais service, quoi, en gros. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai voulu montrer aussi dans ce bouquin, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué, en gros. C'est qu'on ne peut pas considérer les choses d'une manière manichéenne. Il y a les méchants, les mauvais, voilà, et qu'on est emmerdé par ça. On est comment dirais-je, on est piégé aussi. Parce qu'à la fin, on a tous intérêt à ce qu'il y ait l'usine de retraitement des déchets près de chez soi. Mais seulement c'est près de chez soi. On aimerait mieux que la merde tombe ailleurs. Mais on en a besoin quand même. On a besoin d'électricité. En gros, on est tous un peu collabos et complices d'un truc qui nous nuit, qui nous détruit petit à petit sans s'en rendre compte. Donc tous les personnages du livre sont dans cette ambiguïté. Sauf Pépé, qui a une espèce d'idéalisme, mais c'est aussi un peu hypocrite, parce que lui aussi profite de tout le reste. On est emmerdé avec tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, le personnage du bûcheron, il est passé. J'ai pas voulu que ce soit un mec antipathique. Après tout, comme il a raison, il dit coupe des arbres, les arbres poussent. Voilà. La manière, il est fait pour faire du business, c'est sa nature. On va pas lui reprocher, hein, plein de gens comme ça autour de nous. Voilà. Par contre, il montre bien une espèce de folie du monde.
parce que c'est pas normal un jour, comme ce qui se passe aujourd'hui, je raconte dans le livre, mais là, le phénomène est accru. En ce moment, dans le Limousin, il y a des milliers de camions avec des conteneurs qui vont au cœur des forêts françaises. On coupe les chênes, parce qu'il n'y a plus de scierie en France pour le faire. On coupe les chênes, on les met dans les conteneurs, on les emmène en Chine. Elles sont coupées parce que les dernières aciéries pour les grosses armes sont en Chine, pour nous revenir simplement en planche. Et on est dans une folie incroyable. Et malgré tout, on est tous aussi un peu complices de ça. Oui, ça effectivement, vous le montrez bien. Et c'est vrai que quand on lit votre livre, nous aussi, on peut être un peu tendance déprimée. D'ailleurs, on peut l'être aussi en dehors d'avoir lu votre livre, mais c'est une autre question. Mais pour autant, il y a ce Pépé là qui apporte de la lumière. Donc, lui, voilà, son délire, c'est les libellules. Et donc, vous, en tant qu'écrivain, comme vous avez pouvoir de vie, de mort et de tout sur vos personnages et sur votre intrigue, vous auriez très bien pu, en fait, dans votre bouquin, être de la noirceur totale que vous décrivez là dans vos propos. Et pourtant, il y a Pépé qui amène de la lumière. Alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé dans la noirceur totale et que vous avez quand même laissé cette porte d'espoir qui est incarnée par ce Pépé là? J'arrive plus à aller vers la noirceur totale. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est viscéral, c'est-à-dire que je ne vais pas en rajouter aujourd'hui sur les menaces sont tellement importantes, sont tellement... voilà, on est malheureux de ce monde. Et moi, je n'arrive pas à faire genre, je ne peux plus faire genre. D'ailleurs, un homme doit mourir, le titre indique qu'un homme doit mourir, mais il n'y a personne qui meurt dans ce bouquin. Ou en tout cas, pas selon le schéma habituel dans le genre, où quelqu'un tue quelqu'un. Des gens vont mourir, mais c'est la nature qui se venge, et c'est la nature, voilà. Mais je n'y arrive plus. Et sincèrement, depuis très longtemps, j'aborde des questions qui sont quand même un peu violentes. Métal Europe, hein, le plomb, AZF, la désindustrialisation du Nord avec le chemin s'arrêtera là. La perte de la biodiversité avec Mont n'est peut-être pas la pire des choses. Là, la question de la ZAD, la disparition des espèces. C'est lourd. C'est pas nécessaire que j'en rajoute. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'en rajoute, je suis pas crédible sur ces questions-là. Ça fera genre. Mais le genre, à mon avis, celui que j'aime, il n'est pas tenu par ces enjeux-là d'écriture. Donc moi, je préfère aujourd'hui un livre comme ça qui raconte le désarroi de l'époque, de l'humanité, toutes ces menaces qui pèsent sur nous. Et honnêtement, j'ai pas besoin d'ajouter le point où... et c'est encore plus vrai dans mon prochain bouquin où personne ne meurt. J'arrive plus à faire mourir les gens dans les livres. Et justement, en y repensant, là, je me suis dit... bon, attention, ça c'est une critique. Hein. Ah bah oui, hein? Tu dis ne raconte pas tout ce qui va se passer. Non, je raconte pas. Ah bah, ouais. Mais oui, donc je disais, en y repensant, c'était des hommes. L'histoire est nouée autour de personnages hommes. Les femmes, elles apparaissent un peu en second plan. Donc déjà, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans votre livre? Première question un peu vindicative, vu que je suis une femme. Et deuxième question pour adoucir le propos, est-ce que vous ne pensez pas que s'il y avait plus de femmes aux manettes, la situation serait différente? Question piège. Tout le monde se souvient de Margaret Thatcher. On va revenir à la question numéro 1. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans vos livres? Dans ce livre-là, non, parce que moi, indépendamment des capacités physiques, je ne vois pas un personnage comme Alexis, là, le bûcheron. Je vois pas une femme porter cette vision du monde, là, de destruction. Je la vois pas. Vous l'avez lu, le bouquin? Non. Mais Pépé aurait pu être une mémé. Oui, pourquoi pas. Oui, Pépé aurait pu. Mais moi, après, moi, c'est aussi un livre d'homme, c'est-à-dire écrit par un homme. Et je voulais aborder la question de la militance, de l'engagement, dans une confrontation très masculine. Il y aurait eu d'autres enjeux si Pépé avait été une femme. Et si vous connaissiez Pépé, vous auriez des doutes sur j'ai des limites à l'imagination quand même. mais c'est-à-dire que là, il y a, dans tous mes livres, il y a à un moment donné une histoire d'amitié entre hommes. Voilà, parce que je suis un homme, et c'est comme ça. Et ça fait partie du cheminement émotionnel que j'ai de livre en livre, où à chaque temps de mon écriture, je me pose la question de l'amitié. Voilà.
et je suis plus ami avec des hommes qu'avec des femmes. Et voilà, ça résulte d'une cohérence. Après, ça se présente comme ça, mais vous savez, si vous remontez dans mon travail, Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, qui est un roman choral, polyphonique comme on dit, je pense que sur les 5 voix, il y a 3 voix féminines, hein. Marthe, et dans Maintenant le mal est fait, il y a Garance, les femmes sont très présentes dans mes livres. Mais là, c'était un livre plus masculin, plus... Et puis, c'est des personnages qui, globalement, sont assez détestables. Oui, ambigu. Voilà. Détestables, franchement détestables. Alexis, il n'est pas clair, Boris, il n'est pas clair. Et puis, ils sont pas clairs. Hein. Voilà, et ce sont des gens que, voilà, il me paraissait mieux dans la position de l'homme que de la femme. Et donc, deuxième question, parce que vous êtes quelqu'un qui est engagé militant. Donc on pourrait mettre dans le côté militant la parité, homme-femme. Donc j'en reviens sur ma deuxième question. Effectivement, Margaret n'est pas l'antithèse, mais est-ce que vous pensez, c'est une vraie question sérieuse, est-ce que vous pensez que s'il y avait plus de femmes au centre de décision, ça pourrait changer les choses? C'est une question délicate, non? Oui, c'est vrai, mais bon, comme j'avais envie de vous titiller là-dessus, avec des personnages... Bon, on passe à la question suivante. Non, mais je veux bien dire des conneries là-dessus, mais... Bah, des conneries, un peu, non, mais je vais même chanter mieux sec, mais je sais pas... la qualité d'un humain ne tient pas à son sexe. Tient au projet poétique, tient au projet politique. On parlait de Thatcher, c'est d'une boutade, n'empêche qu'aujourd'hui... on aimerait bien, oui, qu'on commande, mais vous voulez Valérie Pécresse, président de la République? Je ne prononcerai pas. Je sais pas, je veux dire, et puis d'autres. Donc c'est pas la question du sexe, c'est la question d'une intelligence. Voilà, je m'en fous que... pour moi, si Mitterrand avait été une femme, il aurait été Mitterrand, c'est tout. Voilà, d'ailleurs, il était peut-être un peu femme, tout homme intelligent est un peu femme. T'as pas le droit de dire ça. Ah bon? D'ailleurs, c'était une femme. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah, c'est ça voilà, en fait. Voilà. Tout s'explique. Non, mais je veux dire, non, on sait pas. Oui, donc pour revenir sur votre... Enfin, d'après ce que j'ai compris, hein, vous défendez les auteurs, les droits d'auteur, vous êtes également engagé politiquement dans votre... dans l'endroit où vous vivez. Et donc je me suis posé la question de savoir si vous engagez comme ça, est-ce que vous pensez que l'écriture n'est pas suffisante pour essayer de changer les choses, les bousculer? Est-ce que vous avez besoin de... L'écriture va rien changer. Il y a quelques livres qui ont changé le monde, et vous savez lesquels. C'est ceux qui ont fait que l'humanité est allée vers le désastre. Je veux dire, il y a la Bible, hein, c'est au nom de Dieu quand même qu'on a conquis le monde, et on est allé vers des peuplades innocentes et qui auraient très bien pu se passer de nous pour... Voilà, et c'est au nom de la Bible qu'on a fait le tour, quoi. Bon, il y a quand même Marx, quand même, mais le fond était bon, mais l'utilisation en a été mauvaise, voilà. Et puis Mein Kampf, hein. Bon, les livres qui ont changé le monde, c'est pas des beaux livres, hein. Voilà. Après, je pense que beaucoup de livres participent d'une beauté de l'humanité. Et la plupart des livres qu'on connaît, discutables ou pas, mais enfin je veux dire, il y a des auteurs qui font que cette humanité est belle. Voilà, moi je suis à relire aujourd'hui Zola. Je pense qu'aujourd'hui, un siècle après Zola, j'existe parce que Zola a existé et qu'il a participé de ma construction émotionnelle, poétique. Voilà, et plein d'autres auteurs aujourd'hui. Il y a quand même Jean d'Ormesson. Ah, il y a eu Jean d'Ormesson, mais pourquoi pas lui non plus, hein. Non mais voilà, il y a eu plein de... Voilà, donc je sais plus, la question c'était... Je sais pas, j'ai oublié moi aussi. Hein. Oui. Non, j'ai oublié du tout. Non mais les livres changent pas le monde, mais peuvent changer les gens qui sont dans le monde et qui font que le monde est différent. Et donc quand votre fils vous demandera papa qu'est-ce que tu as fait, vous répondrez j'ai écrit des livres ou vous répondrez j'ai milité ou les deux? Ce que j'ai dit dans le télégramme cette semaine de Brest, je dis aujourd'hui je sais pas où est mon émotion la plus forte, à observer un papillon ou écrire une bonne phrase. Je suis toujours convaincu de la beauté du papillon mais jamais de la qualité de ma phrase. Et donc vous pouvez un peu détailler ce que vous faites quand on a un peu de temps là c'est-à-dire vous êtes engagé politiquement de quelle manière? J'ai pas réussi à voir quand j'ai cherché. Déjà sur les questions de la nature.
Vous êtes sur une liste, non? J'avais cru voir. Je l'ai été, ouais, aux européennes, ouais, j'ai été candidat, ouais. Il veut pas en parler en fait. Mais non, si, mais la question, mais plus précisément, parce que l'engagement il est non, multiple. parce que, comment dire, j'ai l'impression qu'écrire est un engagement Oui, personnel. bien sûr, et donc je me suis posé la question de savoir, du coup, comment vous situez votre action politique par rapport à l'action d'écrivain et pourquoi est-ce que vous avez besoin de... par exemple, parce que c'est pas rien non plus en tant qu'écrivain de défendre les droits d'auteur, on se dénote, on est un peu... Enfin, c'est pas toujours bien vu d'être militant. Non, mais on a beaucoup aussi de reconnaissance par rapport à ça, parce que moi j'ai plein de copains écrivains qui sont perdus et qui après me disent mais Pascal, explique-nous comment ça se passe, pour faire ça, il faut bien qu'à un moment donné des gens, voilà, y aillent, pas tout le temps, c'est pas possible, parce que, voilà, mais moi je suis pas dans un syndicat d'auteurs par exemple, ça c'est un petit peu mon défaut. Mais il y a des gens à la SGDL ou le syndicat, le SELF, les écrivains de langue française qui font un énorme boulot. Bon, moi j'ai pu à un moment donné intervenir localement en Occitanie parce que pendant des années j'ai défendu la cause des auteurs sur la région Midi-Pyrénées qui est devenue l'Occitanie. J'ai créé les bourses de création. Là 6-7 militants, ça a un résultat, c'est qu'il y a 8 bourses aujourd'hui pour les auteurs, c'est moi qui les ai créées. J'ai toujours été à défendre le droit d'auteur dans la région et je pense que ça a eu des répercussions positives. Voilà. Alors en engagement, un jour je ramène ma fraise en écrivant une lettre ouverte à Manuel Valls. Ça a été au moment de la réforme de la sécurité sociale des auteurs. Voilà, il m'a jamais répondu, hein. C'est Manuel Valls. Mais ça n'a rien changé non plus. Mais voilà, c'est ça. À un moment donné, on fait ce qu'on peut. Mais l'engagement a forcément des limites parce que si je devais m'engager plus que je ne peux le faire, je ne serais pas à cet endroit. Je serais vraiment en politique. Quand on m'a proposé d'être sur une liste, c'était sur une liste cohérente à gauche, à la gauche du PS, en Occitanie. Donc avec le Front de gauche, les Verts, etc. Toute la gauche, la vraie gauche, quoi. Je devais être opposition éligible, j'ai refusé parce que je pourrais pas, je serais incapable. Par contre, si j'avais accepté, je serais aujourd'hui vice-président de la région Midi-Pyrénées à la culture. Je serais pas là. Bon, pas le droit de mais je suis mieux là. Non mais je suis mieux là, C'est là où j'ai du sens et on boit des coups parce que c'est le bazar là-bas, hein. Vraiment, c'est vraiment le bazar. Voilà, donc mes engagements sont là. Voilà. Et je vous dis pas que je vais pas m'engager sur les municipales de Toulouse. D'accord. Non. Et est-ce que vous pensez, bon là quand même la question, dans le télégramme, vous avez quand même une petite note d'espoir, parce que vous dites qu'effectivement maintenant, avec le mouvement des jeunes qui effectivement manifeste pour le climat, le discours que vous portez depuis des années devient massivement repris. Et donc est-ce que pour vous, est-ce que vous vous sentez relayé, un peu plus apaisé par rapport à ça, ou est-ce que vous avez l'impression que la vague, vous voyez, vous êtes rattrapé par une sorte de vague qui va pouvoir faire avancer les choses, ou non, c'est toujours un peu... Non, il faut garder l'espoir. Puis moi, quand j'étais à l'université, à Lille, il y a longtemps, j'avais rencontré quelqu'un qui beaucoup plu, parce que moi j'étais déjà très punk, j'étais très nihiliste, je pensais, voilà, on va pas s'en sortir, mais j'ai pas le droit de ça. Parce que j'ai un devoir d'optimisme quelque part. D'abord parce que j'ai amené quelqu'un sur cette planète, voilà, et que tu peux pas te dire à ton gamin tout est foutu, quoi. Voilà. Et donc il y a une nécessité, une obligation d'optimisme. Et le copain que j'avais à l'université m'avait dit mais tu vois Pascal, moi c'est très simple, je suis optimiste. Vous dites? Optimiste. Voilà, optimiste et pessimiste. Donc au milieu il y a un chemin possible. C'est l'optimisme. Et ça m'est resté. Voilà. Par contre, je reviens sur la question du début. Aujourd'hui, si tu es sur les questions environnementales, de défense de la nature et tout, c'est difficile le matin quand tu ouvres la radio et que tu sais qu'une espèce a disparu. C'est encore arrivé avec le rhinocéros de Sumatra, là, il y a 15 jours. Waouh! Voilà quoi, je veux dire, même moi qui suis souvent sur le terrain, qui marche, qui suis dans la nature, il y a des endroits où je ne retrouve plus les oiseaux que j'observais il y a 20 ans. Et ben quand le printemps venu, je suis dans la nature et que je les vois plus, ça m'entame l'émotion, ça m'entame le moral, voilà. Mais malgré tout, j'ai pas le droit de céder à ça.
Et jusqu'au bout, je serai debout, c'est clair. Voilà. C'est très bien, je garde. Alors après, c'est plus confortable ici en Occident qu'ailleurs. Parce que nous, on peut toujours se baisser pour ramasser un petit papier au bord de la route. Quand il y a l'océan de plastique, les rivières de plastique, qui sont nos plastiques, parce que c'est là où on apprend que tous les conteneurs qu'on envoie là-bas avec la moitié de nos ordures, c'est nos ordures qui parlent. C'est plus facile de ramasser un petit bout de plastique au bord de la route parce qu'un connard l'a jeté par la fenêtre, que de régler le problème là-bas. Alors qu'on en est responsable. Donc, compliqué. Ouais, compliqué. Mais justement, avant d'en venir à votre actualité du moment, j'ai vu que vous aviez écrit un bouquin qui s'appelle En attendant Bukowski. Alors ça m'a interpellée parce que j'adore Bukowski et donc je voulais savoir quel était ce bouquin et pourquoi est-ce que vous aviez carrément fait référence directement à Bukowski, en quoi il vous avait marqué. Il fait partie des auteurs sans qui je serais pas là, quoi. Il est quand même pas poète Bukowski. Non, mais Bukowski aimait beaucoup les moineaux. Si vous lisez son journal, et il est magnifique le journal de Bukowski, à un moment donné, il rentre en guerre avec le chat de son voisin parce qu'il vient lui bouffer ses moineaux. Et Bukowski, que l'on connaît pour aller sur les champs de course, reluquer les jambes des belles femmes, etc., il pleurait parce que le chat avait mangé le moineau. Et non, Bukowski était un écrivain écologiste, hein, quelque part. Non, mais sans plaisanter, c'est un auteur qui pour moi était déterminant. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, quand j'ai lu Bukowski, j'ai eu le sentiment que l'écriture était possible. Voilà. Et j'ai pendant longtemps, je crois jusqu'à 35 ans, tous les ans, relu tout Bukowski, chaque année, en décembre. Ah voilà. Ouais. Et ça m'habite comme Blaise Cendrars, comme des auteurs qui font que la littérature est la littérature, c'est-à-dire que c'est un chemin, un vrai chemin d'humain. Voilà, et voilà, une vérité, c'est une poésie, c'est voilà. Alors là, en attendant Bukowski, il se trouve que un éditeur m'a demandé, enfin, ça s'est fait tout à fait par hasard ce livre. Mais une chose est sûre, c'est que j'avais un texte qui était isolé, qui s'appelait En attendant Bukowski, qui avait paru dans un collectif en hommage à Bukowski. Et c'était un de mes seuls textes qui était perdu un peu dans les limbes. Voilà. Et sur une rencontre, Patrick Péchereau, un jour m'envoie un texte. L'été, comment il s'appelle ce bouquin ? Le dernier été. Chez un éditeur qui s'appelle Scup, La Déviation. Et bel esprit, le livre est beau, tout ça. J'en parle à Patrick et je dis c'est vachement bien ça. Et moi, depuis quelques années, j'ai envie de réunir mes nouvelles un peu canailles. Parce qu'aujourd'hui, je suis l'écrivain de la nature, machin, je parais un peu sérieux. Mais j'ai été rock'n'roll aussi, quelque part, quoi. Ah ouais ? Bah oui. Est-ce que t'es là, voilà. Et là, le matin, je dis à Patrick Péchereau, mais il est bien cet éditeur et tout. Ben, il dit, ouais, mais tu sais, il aimerait bien avoir un texte de toi. Et moi, ça faisait 2 ans que je réunissais mes textes, je les réécrivais, etc. Et le soir, je dis à Patrick, il serait intéressé, et ça s'est fait comme ça. Et puis évidemment, en attendant Bukowski, c'est en attendant Godot, c'est en attendant la folie, quoi, en attendant voilà. Et c'est un texte que j'aime bien ça, parce que dans ce texte, je mets en scène des personnages de Bukowski qui attendent leur créateur. Et on en est tous un peu là quand même à attendre notre créateur, non ? Il est vrai. Et pour finir, quelle est votre actualité ? Qu'est-ce que... Alors tout proche, là j'ai donné une exposition qui s'appelle De colère et d'amour à Arras, une résidence de 6 mois. Et alors j'ai renoué avec la poésie et surtout j'ai osé la photographie. Ah, je l'ai pas vu quand je suis allée à Arras, du coup je l'ai pas voilà. vu. J'avais fait un livre avec Philippe Maxas qui s'appelle Les Voix perdues. Et on était en duo. Et là, à la faveur de cette résidence, j'ai tenté ça parce que voilà, il faut une nouvelle aventure. Je suis assez content de ça. C'est quelle thématique les photos ? Alors pendant 6 mois, j'ai sillonné la Somme, la Picardie. Et donc c'est au croisement de ma passion pour la nature, il y a beaucoup d'oiseaux, mais aussi mon souci de l'homme et donc du désastre social que le Nord a enduré. Voilà, c'est en noir et blanc souvent, c'est brumeux, voilà. Et donc l'exposition existe, elle va tourner, elle sera sans doute à Lamballe d'ailleurs en novembre, et on espère faire un livre, mais c'est plus compliqué, voilà, de faire le livre, mais l'exposition va exister.
Voilà. Et puis à la rentrée, il y a un roman qui arrive. On va en savoir un tout petit peu plus ou pas du tout? Oui, Ah bah racontez-nous un tout petit peu. Ouais. Et non, c'est mon éditrice qui est là. Ah oui, je sais. Et voilà, ça s'appelle L'horizon qui nous manque. Bah, ça a l'air gai. Voilà. C'est un Voilà. très beau titre. C'est Jeanne qui me l'a suggéré parce que je n'osais pas ce titre-là. Et Jeanne a souvent raison. Depuis qu'on se connaît, souvent, voilà. Et donc, il est dans la continuité du chemin s'arrêtera là. C'est-à-dire que je continue le chemin sur la côte. Le chemin s'arrêtera là était sur la digue du Brec entre Dunkerque et Gravelines. Et là, le suivant, là, il se passe entre Calais et Gravelines. Au moment du démantèlement de la jungle de Calais, mais c'est pas le sujet. Parce que j'ai vu. C'est un polar aussi? C'est un roman noir, c'est sûr. Voilà. Violemment tendre, tendrement violent. Ça sera le slogan. Et on va le vendre comme ça. C'est bien. Il y a de l'amour là-dedans. Beaucoup d'amour. Non, parce que justement, on y revient. J'ai mis en scène des personnages qui sont, Olivier Adam aurait dit aux lisières. J'aime beaucoup ce mot des lisières. Et moi, depuis quelques années, je m'aperçois que mes personnages sont en lisière. Et ça aurait pu s'appeler les lisières. Mais parce que il y a ce que nous donne à voir les médias, etc. Mais à Calais, c'est pas facile. Hein. Et on oublie qu'autour de Calais, autour de la jungle, et de ce qui est encore la jungle, hein, ça reste la jungle, hein, il y a beaucoup de gens qui vivent, et qui sont paumés, qui savent pas, qui comprennent pas ce qui s'est passé. Voilà. Et là, je mets en scène une femme, Lucille, de 28 ans, ancienne institutrice, qui a fait don d'elle-même dans la jungle, au sein d'une ONG, et qui fait un burn-out. Voilà. Et à côté, elle est recueillie par un personnage vintage, qui est d'une autre époque, et qui est un drôle de bougre. Voilà. Et ce sont des gens perdus sur une lande. Voilà. Et ça, j'aime bien. Bon, ça donne très envie en tous les cas. Pour ma part, j'en ai fini de cuisiner Pascal Dossin. Donc je vous passe le micro si vous avez des questions à poser. Non, on a envie de se faire engueuler en plus. Mais c'est un peu d'action, quoi. J'ai une petite question Allez. Générale. En vous écoutant, je me demande, le progrès, qu'il soit technique, social ou politique, est-ce qu'il participe d'après vous au dérèglement actuel? Dérèglement social ou climatique? Je vous laisse réfléchir. Ah non, En vous écoutant, hein. Par rapport à la... Mais oui, mais alors la notion de progrès est complexe. Hein. Moi j'ai du mal avec ce mot-là. Qu'est-ce que le progrès? Et je pense que l'humain est dans une mauvaise posture. Parce qu'il a toute l'intelligence pour que le monde, cette planète où l'on vit soit merveilleuse, mais il ne sait pas faire, ou il y a quelques cyniques qui s'emploient à détraquer tout le bazar à leur simple profit, quoi. Et moi, ça ne cesse de me questionner. C'est-à-dire que moi, je suis ébahi par l'intelligence humaine. Aujourd'hui, que des gens puissent envisager une étape de l'humanité sur Mars d'ici 10 ans, parce que ce n'est qu'une étape, vers les exoplanètes qui sont égales à nous-mêmes, à la nôtre, je trouve ça merveilleux. Je trouve merveilleux que nous ayons cette intelligence pour soigner certains cancers que on ne parvenait pas à soigner il y a 10 ans. Et donc que l'espérance de vie de l'humain, individuellement, est prolongée. Par contre, il y a une contrepartie qui est complètement effrayante, c'est que, mine de rien, le pronostic vital est engagé pour l'humanité elle-même. Et que c'est aussi dû au progrès, au supposé progrès que nous avons. Aujourd'hui, on est bouffé par l'atome, on est bouffé par le plastique, on baigne dedans, quoi. Donc, moi, je suis très embêté avec cette notion de progrès, et pourtant, je crois que c'est constitutif de notre espèce. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas inéluctable, en fait? Oui, je pense que oui. Ouais, mais j'ai pas. Ah là là, alors là, vous allez vers. Là, c'est ce que je veux pas croire. C'est pour ça que je vous pose la question. Ouais, je vais essayer de vivre encore un peu et de pas vouloir croire à ça. Mais malheureusement, quand je suis dans ma période très punk, et c'est là où mon fils me dit, papa, t'as pas le droit. L'autre jour, je l'ai choqué, vraiment. On était en train de regarder une émission sur
sur France 2, je crois, sur le plastique, et voir l'impact de Coca-Cola sur notre planète, c'est terrifiant, hein. Faut boycotter. Hein. Et à un moment donné, ça m'a échappé, on était tous les deux sur le canapé, on regardait ça, et ça m'a échappé, vraiment, j'aurais pas eu le droit, j'avais pas le droit de faire ça. Je lui ai dit, c'est foutu. C'est foutu. Mais c'était mon émotion qui dépassait, et il a 17 ans, quoi. Et il s'est fâché, hein. J'avais pas le droit de dire ça, il a raison. Il a raison. Et pourtant, lui, bénéficie de tous les progrès qui font qu'aujourd'hui, ça lui donne envie d'être sur cette planète aussi. Et d'aller voir les artistes qu'il aime dans un concert, de communiquer avec le monde. Là, il va partir à Shanghai en avion, il va pas aller en bateau, quoi. Voilà, je veux dire, il bénéficie de tous ces progrès. Voilà, c'est compliqué. Voilà. Mais j'en appellerai toujours à la vigilance. Aujourd'hui, il faudrait que tous on en appelle à la vigilance. Donc j'en conclus que vous êtes un optimiste. 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 Non mais par contre, monsieur, si j'avais pas un fils, je crois que je serais complètement pessimiste. Merci. Merci. Hein. Je te plombe le moral. Tu nous as déprimés, Jean-Pierre. Oui, mais justement, quand vous laissez croire, enfin imaginer qu'on va pouvoir se transporter sur Mars ou quelque chose comme ça, moi qui suis ingénieur, je n'y crois absolument pas. C'est absolument impossible. Mais est-ce que justement laisser des illusions comme ça, c'est pas au contraire dangereux, parce que ça laisse aux gens l'idée que c'est pas forcément obligatoire de faire tous les efforts qu'il faudrait. Hein, c'est plutôt ça. Par contre, oui, alors. Moi, j'ai participé au grand débat, là, il y a pas longtemps, justement, et j'étais désolé de voir comment les gens qui pourtant étaient motivés pour venir n'étaient absolument pas prêts à faire le moindre effort de changer le comportement. Donc, votre optimisme, c'est bien, tout le monde doit être optimiste, c'est obligatoire, etc. C'est toujours ce qu'on retrouve partout. Si vous n'êtes pas optimiste, on ne vous croit pas. Mais finalement, est-ce que c'est pas plus dangereux que de dire aux gens, il est absolument obligatoire de prendre des efforts, sinon, de toute façon, il va arriver des catastrophes, hein, qu'on le veuille ou pas. Donc, on peut en imaginer tout cela. Donc, non mais c'est pas en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Mais moi l'expérience que j'ai de la nature par exemple et du rapport que j'ai, moi je sais que j'ai une expérience de militant de terrain à 10 ans sur les plages du Nord, je ramassais des oiseaux mazoutés, j'appartenais au ROC, Rassemblement des opposants à la chasse, etc. Bon. Et dans mon cheminement de naturaliste, d'amoureux de la nature, je me suis souvent aperçu que c'était beaucoup plus utile pour la nature de passer par le biais de la contemplation de la beauté, de l'amour, plutôt que de l'alarme et de la culpabilité. Parce que là, les gens n'y croient pas et en plus ça les agresse tellement que ça leur fait peur. Ils ne veulent plus faire l'effort. Par contre, emmenez des enfants dans la nature, montrez-leur la beauté d'une libellule, montrez-leur qu'on a une force d'impact et que ça a du sens, parce qu'il y a de l'interaction entre les espèces, que l'intelligence mène au respect et mène à la préservation. Et c'est par là que moi je suis venu à la nature. C'est parce que j'ai découvert la beauté de la nature dans un milieu particulièrement hostile. Aujourd'hui, il y a 20 usines classées Céveso à Dunkerque. Et elles existaient déjà, elles n'étaient pas qualifiées comme Céveso, mais elles existaient déjà. C'est dans ce contexte-là que j'ai appris malgré tout la beauté de la nature, la résilience de la nature, sa capacité quelque part entre guillemets à nous pardonner, parce qu'elle a beaucoup de mérite. Une plante que l'on dit ingrate a beaucoup de mérite face à nous dans un paysage comme on lui impose. C'est comme ça que j'ai beaucoup plus convaincu comme ça que en disant voilà. Vous faites mal, machin, nanana. Mais c'est pas en contradiction avec ce que vous dites, hein. Simplement, il faut trouver son positionnement d'engagement. Moi, je préfère passer par ce biais-là. Je préfère planter un arbre, voilà, plutôt que dire à quelqu'un, voilà, tu te comportes mal, et de lui montrer l'arbre après. Et un jour, l'arbre est assez grand pour qu'il y ait un nid dans l'arbre. Et là, c'est la réussite totale. Aujourd'hui, à Toulouse, par exemple, il y a eu une politique des espaces verts, sous la gauche, à un moment donné, qui commence à être payante. On a planté des arbres
rue Bayard, face à la gare de Toulouse, où il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait que du béton. La récompense est arrivée. Cette année, il y a un merle qui a fait un nid dans un arbre de cette avenue où il n'y en avait jamais eu d'oiseaux. Là, c'est de l'intelligence et ça passe par l'éducation, la vérité. Voilà. Il faut qu'on s'y mette tous. Hein. Il faut qu'on s'y mette tous. Hein. C'est ça le souci. C'est qu'on n'est pas assez nombreux chaque jour à faire l'effort nécessaire. Mais après, ça peut devenir la messe, mais je veux pas ça non plus. Non, mais parce que c'est aussi désolant, vous voyez. Nous, ce matin, hier matin, on est venu à pied ici, on a fait une demi-heure de marche. Le pays est enchantant, on est dans un joli gîte. Les bas-côtés sont remplis de canettes de bière, de mégots de cigarettes, de machin. Mais pourquoi? C'est si simple que ça ne soit pas comme ça. C'est si simple que ça ne soit pas comme ça. Il suffit que quelqu'un ne le fasse pas. C'est pas compliqué. Putain, en plus, on est quand même intelligent. Il ne faut pas avoir une conscience politique très aiguë pour simplement mettre son truc. Voilà, bon. C'est con, mais moi, ça... Voilà. Ça vous énerve. Une dernière question ou... Comment? Non, je posais à l'Assemblée. Je posais à l'Assemblée une question. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Non. Eh bien, écoutez, on va arrêter là. Merci, ouais. merci, merci, merci. Merci, mais c'est compliqué ce genre de sujet, mais bon...